Olivier Poivre d'Arvor, vous êtes directeur de France Culture, vous avez une carrière de diplomate, vous êtes écrivain et c'est pour votre livre « Le jour où j'ai rencontré ma fille » que la Galerne vous reçoit aujourd'hui. Vous retracez avec ce livre le chemin qui vous mène à l'adoption de votre fille, chemin comme un parcours initiatique qui vous révélera père de la petite Amal. Comment a-t-il débuté ce chemin jusqu'à cet enfant ? Il a débuté d'abord par le constat de l'infertilité, donc il a signé un acte d'impossibilité, et ce qui était à l'époque pas un vrai sujet pour moi l'est devenu en fait. Et donc à ce moment-là, étrangement, quelque chose qui s'appelle le désir d'enfant, qu'on appelle, plus que la filiation d'ailleurs, est devenu très, très pressant chez moi, très urgent. Et puis, voilà, il y a une rencontre par hasard avec une enfant qui avait clairement un désir de parents, de père, puisqu'elle était orpheline. Et ces deux-là sont entendus tout de suite, voilà, par la rencontre. Alors, dans ce livre, vous racontez aussi votre douleur d'homme stérile. Vous écrivez de la stérilité que c'est une de ces maladies muettes, sans symptômes somatiques marqués, ces maladies honteuses qui finissent par vous condamner au silence. Était-il si important pour vous, au risque d'exposer votre intimité, d'en témoigner ? Important, oui, parce que... important parce que, en effet, ce sujet est étrangement tabou dans la société des hommes. Et donc, j'ai toujours pas compris pourquoi, en fait, dans le fond, parce que je n'ai jamais confondu, pour ma part, j'ai jamais pris ça pour un signe de puissance ou d'impuissance, la fertilité ou l'infertilité. Mais clairement dans l'histoire, dans la mythologie, dans la littérature, vous ne trouvez pas de personnages stériles. Ils sont toujours hyper fertiles, les héros. Et donc, un sentiment, le jour où vous le découvrez, donc après un certain nombre d'examens médicaux, ça prend du temps, d'hésitation. Très peu d'hommes font ce travail parce qu'ils préfèrent être dans le déni plutôt. Toujours renvoyer l'infertilité à la femme ou au couple, comme si le couple n'était pas fait, en l'occurrence, de la femme et de l'homme. Et donc, le jour où c'est acté, quand vous êtes tout seul à vivre ça, que personne ne vous en parle, qu'il n'y ait pas de témoignage, qu'il n'y ait pas d'homme qui vous en parle, c'est un peu étouffant. Et donc, vous avez un besoin assez fort de dire, mais écoutez, ça va, c'est pas grave, mais voilà, moi je suis stérile. Et bon, plutôt que d'en parler comme ça, pour moi c'était vraiment lié à l'écriture, d'autant plus que dans une discussion avec un ami avec qui j'en parlais, qui est psychanalyste, il me dit mais la stérilité, je lui dis en plus, moi tu vois, c'est très difficile, c'est une période difficile parce que non seulement je ne peux pas faire d'enfant, enfin j'ai appris ça, mais surtout je n'arrive plus à écrire, je n'ai plus du tout de... Et je lui dis je suis stérile, et en fait j'employais ce mot-là aussi bien pour l'écriture que pour la question médicale. Et donc c'était important pour moi d'écrire ça. Voilà. La seule chose que je pouvais écrire, c'était cette chose-là, peut-être pour m'en débarrasser, mais aussi peut-être pour témoigner, je ne sais pas, en tout cas il fallait le faire. Alors arrive le moment où vous songez à l'adoption et vous vous interrogez sur la filiation. C'est aussi un livre sur la famille, la vôtre, mais encore sur ce qu'est la famille aujourd'hui, sur ce qu'elle peut être ou ce qu'elle pourrait être. Oui, en fait l'adoption, j'y ai songé comme tout le monde, mais c'est tellement difficile, c'est tellement complexe déjà en soi, encore plus complexe quand on est célibataire, et encore plus complexe quand on est un célibataire homme. Donc c'est à peu près impossible. Donc il faut une énergie très particulière. Et cette énergie, je ne l'ai eue que parce que j'avais rencontré une enfant et que c'est cet enfant-là que je voulais adopter. J'aurais eu beaucoup de mal à adopter dans l'absolu ou dans la détermination. Et la démarche classique, c'est ça. Vous avez un agrément, puis après vous cherchez un enfant quelque part en France, mais vous ne le rencontrez pas tout de suite, jamais. Et là, c'est la rencontre qui a motivé ça, qui m'a donné cette énergie-là. Oui, après, sur la question de la famille, c'est vrai qu'on est à un moment très charnière, on l'a vu récemment avec la question du mariage pour tous. Mais bon, cette question n'a fait que révéler, en effet, des déplacements de plaques tectoniques entre l'image d'une famille, de la famille dans laquelle beaucoup d'entre nous ont été élevés, il faut être honnête, une famille classique, traditionnelle,
qui a fait dire à certains qu'un enfant c'était un homme et une femme, et un père et une mère. Et puis la réalité des chiffres, par exemple, il y a maintenant presque autant d'enfants qui vivent dans ce qu'on appelle, ou ce qu'on appelait une famille classique, c'est-à-dire des enfants, un père, une mère, que d'enfants qui vivent dans des familles non classiques, c'est-à-dire monoparentales, recomposées ou homoparentales. Et donc voilà, c'est bien la preuve en tout cas qu'il y a des cellules, il y a des espaces, il y a des territoires qui s'appellent la famille, qui ne sont pas le père, la mère et l'enfant. Qu'il y a des recompositions, il y a des choix d'individus, de célibataires, d'homosexuels aussi, qui permettent à l'enfant de se développer. Et sans enfoncer des portes ouvertes, moi c'est vrai que je ne pense pas qu'en tout cas, par exemple, la filiation biologique soit la condition de la réussite absolue pour l'enfant. Combien de couples séparés très violemment, combien de traumatismes, combien d'enfants qui ont très mal vécu leur enfance classique avec père et mère. Et la filiation biologique, évidemment, présente souvent, parfois en tout cas, des difficultés, mais pas plus qu'une filiation biologique classique. Et puis dans votre livre, il y a aussi l'Afrique. Avant même de rencontrer votre fille, qui est africaine, votre lien avec l'Afrique est déjà très fort. Pourquoi cet amour de l'Afrique ? Alors c'est pas un amour, disons, c'est pas un amour politique, c'est devenu un peu après. C'est-à-dire que il se trouve qu'enfant, ma famille étant de l'île Maurice, j'allais souvent à Maurice, qui était un croisement entre l'Afrique et l'Asie. Et j'étais très fasciné, très impressionné, je veux dire impressionné, c'est le mot peut-être, moi je vivais dans un milieu où les gens étaient blancs et j'étais très impressionné par tous ces gens de couleurs très différentes, chinois, indiens, originaires d'Afrique, donc anciens esclaves, noirs, que je voyais à Maurice. Ça m'a toujours beaucoup impressionné. Et assez vite, sans que j'ai créé une échelle de valeur, je trouvais à tous ces gens-là qui avaient des cultures, des religions, des langues riches, un élément de supériorité par rapport à ma petite vie à moi. Donc j'étais impressionné. Et quand je suis allé en Afrique, beaucoup, presque dans tous les pays d'Afrique, j'ai retrouvé ça. Avec en effet, en même temps, en parallèle, un sentiment d'injustice pour les raisons économiques, sanitaires qu'on connaît, politiques souvent. Et donc, dans le fond, je ne suis pas étonné d'avoir rencontré une Africaine. Parce que ça me plaît de tordre assez durablement le code génétique de la famille. Et l'idée que voilà, il y a des poivres noirs maintenant, ça me plaît beaucoup cette idée-là. Voilà. Et puis c'est un continent plein de promesses, plein de difficultés, mais enfin l'Europe aussi, on le voit bien avec la crise. Donc je suis très attiré par ce qui va se passer là, et ce qui se passe déjà aujourd'hui, y compris dans l'humanité qu'on peut y trouver. Alors arrive dans cette Afrique, à Lomé, le moment de rencontrer Amal. Une rencontre orchestrée par un ami. Et là, vous parlez de miracle. Et vous dites, c'est la première fois que je la vois, et pourtant, déjà, je sais qu'elle est et qu'elle sera ma fille. Oui, c'était une rencontre qui, en quart de seconde, a produit en effet ce sentiment de miracle. Encore aujourd'hui, j'ai réussi à me distraire un peu là pour déjeuner avec elle et je la regardais, on est si différents physiquement et tout ça est tellement simple, tellement évident pour l'instant peut-être, mais qu'importe. Oui, j'ai vraiment eu de la chance d'abord parce que c'était compliqué d'adopter. J'ai réussi, vraiment, c'était quasiment impossible. Et elle est là, et ça, oui, c'est une rencontre, mais un peu plus. C'est pour ça que j'ai employé ce mot à dessein, que j'emploie très prudemment, parce que je sais qu'il a une connotation évidemment religieuse ou magique, mais je l'assume en fait assez bien. J'ai pas encore rencontré ce Dieu qui a fait le miracle, mais quelque chose de supérieur en effet s'est mis en place là. Une dernière question pour terminer cet entretien, Olivier Poivre d'Arvor. Quel livre ou quel auteur voudriez-vous conseiller à vos lecteurs? Pas forcément rattaché à
à moi, à mes univers, mais des livres, je pense qu'il faut avoir 4-5 livres dans la vie qui sont indispensables, qui vous structurent, qui sont là quand vous en avez besoin. C'est comme des amis, il faut avoir 4-5 livres. Après, on peut avoir des milliers de connaissances. Hein. Et je relis chaque année, c'est un peu la période, là, c'est plutôt vers Noël, un livre d'un auteur qui est mort il y a quelques centaines d'années, et qui s'appelle René Descartes, et c'est les Méditations. Là, je trouve que c'est un livre formidable pour se restructurer, se régénérer et comprendre quand quelque chose est confus, la méthode, faire le chemin de la méthode de Descartes, du cogito, pour repartir d'un bon pied. Donc allons-y pour la méditation de Descartes. Merci beaucoup, Olivier Poivre d'Arvor. Merci à vous.